Délégations russes et ukrainiennes sont arrivées à Istanbul pour entamer de nouvelles discussions. Sur le terrain, les combats se poursuivent. L'Union européenne coordonne son effort pour apporter des soins, trouver un hébergement et protéger les réfugiés ukrainiens. Le média indépendant russe Novaya Gazeta suspend ses publications. Ses responsables invoquent les pressions du Kremlin dans la couverture de la guerre en Ukraine. C'est à Istanbul que débutent aujourd'hui les nouveaux pourparlers entre Russes et Ukrainiens. Les garanties de sécurité, la neutralité de l'Ukraine ou encore le statut des zones contestées à l'est du pays pourraient être mises sur la table, même s'il est peu probable que Kiev fasse des concessions sur l'intégrité territoriale au moment où l'invasion russe patine. La Turquie, qui entretient de bonnes relations avec la Russie et l'Ukraine, avait déjà accueilli les ministres des Affaires étrangères des deux pays le 10 mars, sans que cela ne débouche sur des avancées significatives. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se veut toutefois optimiste. Nous allons brièvement rencontrer les délégations des deux camps avant leur réunion. Ce que je peux déjà dire, c'est que les échanges téléphoniques que nous avons engagés avec M. Poutine et M. Zelensky vont dans une direction positive. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a tempéré cet optimisme hier en écartant l'idée d'une rencontre entre les présidents des deux pays. La crise en Ukraine couvre depuis si longtemps, depuis tant d'années, qu'un nombre énorme de problèmes se sont accumulés. Donc le simple fait que les deux présidents puissent à ce stade se rencontrer et échanger leurs points de vue serait tout simplement contre-productif. Sur le terrain, les combats acharnés se poursuivent dans différentes zones du pays. Les autorités ukrainiennes ont affirmé hier soir avoir repris le contrôle d'Irpin, dans la banlieue ouest de Kiev. Les forces russes sont cependant toujours bien présentes au nord de la capitale. Des combats ont aussi toujours lieu à Kharkiv, à l'est du pays, où des mercenaires russes du groupe Wagner ont été déployés, selon le ministère britannique de la Défense. La situation humanitaire reste toujours alarmante dans la ville assiégée de Mariupol, où les habitants sont privés d'eau, de nourriture et de médicaments. Le milliardaire russe Roman Abramovich a-t-il été empoisonné? Le propriétaire du club anglais de football de Chelsea est hors de danger, mais il a souffert de symptômes qui laissent penser à un empoisonnement. L'oligarque joue les médiateurs entre Moscou et Kiev pour faire cesser la guerre. Et avec deux Ukrainiens, après une réunion, il a eu les yeux rougis et larmoyants, le visage et les mains qui pèlent. Selon le Wall Street Journal, qui révèle l'affaire, les auteurs seraient les partisans d'une ligne dure à Moscou qui veulent saboter les pourparlers. Roman Abramovich est considéré comme proche du président russe Vladimir Poutine et a été la cible de sanctions européennes. Mais le président ukrainien a demandé à Washington de ne pas sanctionner l'oligarque. Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que plusieurs hommes d'affaires russes, dont Roman Abramovich, avaient proposé leur aide à l'Ukraine. Le média russe Novaya Gazeta a annoncé ce lundi qu'il suspendait ses publications et ce jusqu'à la fin de l'intervention russe en Ukraine. Ce média était l'une des dernières voix indépendantes à se faire entendre dans la Russie de Vladimir Poutine. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne. C'est surtout la mainmise du Kremlin sur l'information qui rend très difficile le travail des journalistes. Les autorités ont en effet adopté plusieurs lois qui répriment la diffusion de ce qu'elles considèrent comme des fausses informations. Et puis il y a cette loi dite des agents de l'étranger qui oblige les médias à présenter comme tels les personnes ou les organisations qui critiquent le pouvoir. Novaya Gazeta a reçu 2 rappels à l'ordre de la part du gendarme des télécoms russes. C'est donc pour ne pas s'exposer davantage que ce média cesse de paraître dans sa version papier mais aussi sur Internet et les réseaux sociaux. Son rédacteur en chef, récent prix Nobel de la paix, en a informé les lecteurs en dénonçant une censure militaire. De son côté, l'ONG Reporters sans frontières a appelé les autorités russes à cesser, je cite, leur politique de censure. L'Union européenne cherche à coordonner ses efforts pour faire face aux arrivées de réfugiés ukrainiens. Réunis lundi, les ministres de l'Intérieur veulent pouvoir apporter en priorité une aide médicale et psychologique. Il s'agit aussi de pouvoir loger les personnes qui fuient les combats. Les 27 veulent déployer les moyens nécessaires pour protéger les femmes et les enfants non accompagnés qui pourraient devenir victimes de trafic d'êtres humains.
Nous avons des rapports toujours plus nombreux des organisations de l'ONU sur le terrain, en particulier dans les États membres. Ils disent voir de plus en plus de voitures suspectes qui embarquent des femmes et des enfants. C'est pourquoi nous avons activé le réseau de coordination contre les trafics. Près de 4 millions de personnes ont fui l'Ukraine, plus de 2 millions d'entre elles sont en Pologne, suivent ensuite la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie et la Slovaquie. Les ministres ont aussi évoqué à Bruxelles le défi financier que représentent ces déplacés. L'Union évalue les fonds qu'elle peut utiliser ou réemployer pour venir en aide aux pays d'accueil. Le dispositif de protection temporaire actuellement en place permet l'accès au logement, au marché du travail, au système scolaire et au système de santé. Mais les personnes les plus vulnérables ont des nécessités particulières. Ce qui est important en parallèle, c'est que les pays européens augmentent fortement leur capacité d'accueil pour s'assurer que tous ceux qui arrivent, familles et enfants, aient accès à un hébergement sûr, accueillant pour un enfant et en tenant en compte leur genre. Ces personnes auront aussi besoin d'être orientées vers des services de base et obtenir un soutien psychosocial. Les enfants non accompagnés devront également avoir accès à des réseaux de tutelle. Certains États atteignent leur capacité maximale d'accueil. La Commission européenne met aussi en place une plateforme d'enregistrement des réfugiés pour permettre de coordonner les besoins et les demandes des pays membres. Sur des champs à perte de vue, les moissonneuses viennent de débuter les semis de tournesol. La production ukrainienne représente 50% du commerce mondial. Les combats n'ont pas encore atteint cette partie du pays, mais le manque de carburant menace la saison agricole et la sécurité alimentaire de dizaines de millions de personnes dans le monde. Nous cultivons du blé, de l'orge, du colza, du tournesol et des pois. C'est un petit assortiment de cultures qui peuvent pousser ici dans le sud en raison des conditions climatiques. Une partie de la future récolte ukrainienne se joue ici près de la frontière avec la Roumanie, mais avec la marine russe déployée le long des côtes, il est presque impossible d'exporter les dernières récoltes. Sans exportation, nous arrêterons de toute façon. Il n'y aura pas d'argent, pas la possibilité de payer tout le monde. Mais l'Ukraine ne connaîtra pas de famine. Les céréales où nous pouvons semer seront suffisantes pour garantir qu'il n'y aura pas de famine. Si les réserves de l'Ukraine suffisent à assurer sa sécurité alimentaire pendant un an, l'invasion russe risque de provoquer une réduction de 30% des surfaces cultivées. Avant la guerre, l'Ukraine était le 4e exportateur mondial de maïs. Avec la Russie, elles assurent à elles seules 30% des exportations mondiales de blé. Avec la guerre, les pays en crise alimentaire comme le Yémen, l'Éthiopie ou l'Afghanistan ont vu leur situation s'aggraver en raison de la hausse des prix des céréales et des carburants. Drapeau corse sur l'épaule, la foule s'avance vers la caserne de CRS de Furiani, près de Bastia. En Corse, des manifestants, à l'appel d'organisations indépendantistes et de syndicats d'étudiants, sont allés crier leur colère dimanche. Ils accusent les CRS d'avoir chanté la Marseillaise vendredi alors que la Corse enterrait Ivan Colonna, l'assassin du préfet Irignac. Sur les réseaux sociaux circule une vidéo prétendument tournée au sein de ce cantonnement de CRS où l'on entend une Marseillaise entonnée. En réponse à ce qui est ici considéré comme une offense, les mots « français de merde » sont accrochés aux grilles de la caserne. Il y a un réveil sociétal avec une identité corse qui devient de plus en plus forte et toute une frange de la population qui aujourd'hui a le sentiment d'avoir été volée. Lorsqu'on a cru que par les élections on pouvait obtenir des avancées politiques, lorsqu'au bout de quelques années on voit une négation permanente de ce suffrage universel populaire, eh bien, il ne reste plus à ce moment-là que l'expression de la rue, la contestation. La manifestation a rassemblé 500 personnes à Bastia et 200 à Ajaccio. Des politiciens corses ont dénoncé une haine coloniale à l'état pur. L'agression mortelle en prison d'Ivan Colonna, début mars, a réveillé sur l'île les violences contre l'État français.